et essayer de trouver sa propre voie. Et ça, c'est dur parce qu'on est forcément toujours inspiré par ce qu'on lit, par ce qu'on entend, et c'est là où on voit la différence entre des livres qui fonctionnent bien, je crois, et d'autres moins. C'est quand même à un moment de savoir apporter sa propre touche. Bonjour, nous sommes ravis de vous accueillir. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Donc je suis Manon Villard, je suis éditrice aux éditions de l'Aube et je dirige la collection L'Aube noire. Quels sont vos critères de sélection des manuscrits? Alors je dirais que la première chose, c'est que les manuscrits correspondent à notre ligne. Donc c'est vrai que souvent on reçoit des choses qui n'ont aucun rapport avec ce qu'on publie, donc quelque part ça simplifie le tri, mais c'est quand même du temps de travail et de gestion. Ensuite, vraiment de prime abord, la lettre, qui accompagne le manuscrit en général est extrêmement importante. C'est vrai quand parfois il y a pas de lettres ou parfois il y a des lettres qui sointent déjà l'arrogance, qui est quand même toujours un peu décontenançant. Ou des lettres un peu torturées. Enfin voilà, c'est vrai que j'ai tendance à dire, il faut que les lettres soient brèves, efficaces, et c'est à mon avis l'exercice presque le plus difficile pour un jeune romancier, c'est de savoir comment pitcher son projet sans en faire trop, sans être trop cliché, et en même temps, en permettant à l'éditeur qui le reçoit de voir assez vite, non seulement un peu évidemment le sujet, mais au-delà du sujet, ça donne un peu le ton quand même, un peu de la personnalité de l'auteur et de ce à quoi on peut s'attendre, dans le manuscrit. Voilà, donc ça, j'allais dire, c'est pour les choses un peu basiques. Ensuite, c'est vrai que donc au-delà de la question de la ligne éditoriale qui compte évidemment beaucoup dans une collection, hem, il y a plusieurs choses. Il y a quand même le profil de l'auteur, c'est vrai. Moi, par exemple, je sais que ces dernières années, j'ai cherché beaucoup à publier des femmes, notamment dans le polar, donc ça fait partie des critères de sélection, je le reconnais. Plutôt des jeunes aussi. C'est vrai que nous, ce qui nous intéresse aux éditions de l'Aube, c'est plutôt de découvrir des auteurs et de les accompagner dans la durée, d'évoluer avec eux aussi. Donc c'est vrai que des auteurs qui ont beaucoup déjà publié, même s'il y a toujours plein de raisons pour lesquelles un auteur peut changer d'éditeur et ça c'est pas en soi révélateur de quelque chose, mais j'avoue que j'ai généralement un a priori un peu négatif parce que c'est pas ce qui m'intéresse, c'est simplement ça. C'est pas une question de jugement de valeur ou autre, c'est simplement que moi ce qui m'intéresse, c'est vrai, c'est plutôt le côté un peu défriché des nouvelles plumes et vraiment de s'inscrire dans un suivi de long terme. Voilà, donc il y a effectivement le profil de l'auteur, joue quand même un peu. Ces dernières années, on a cherché, par exemple, ça faisait des années que j'avais envie de publier des auteurs du Québec, il a fallu du temps, maintenant on en a 2. Voilà, donc il y a aussi comme ça des envies un peu presque, personnelles, j'allais dire, d'avoir envie d'aller sur certaines thématiques dans certains pays. Nous, c'est une collection, assez cosmopolite. Il y a des auteurs de beaucoup de pays, de beaucoup de nationalités différentes. Donc il y a un peu ce côté-là aussi, presque un peu collectionneur, d'avoir envie d'aller défricher un auteur de tel ou tel pays qui va nous raconter quelque chose qu'on n'a pas l'impression d'avoir déjà lu, un certain nombre de fois. Voilà, donc je dirais que c'est un peu tout ça qui fait qu'à un moment, bah, ça prend ou ça prend pas et l'envie d'éditer, est là ou pas. Voilà. Quels sont les problèmes que présentent les manuscrits que vous refusez? Alors, donc au-delà de la ligne, donc vraiment où simplement ça ne correspond pas à ce qu'on publie, ça j'allais dire c'est la chose la plus simple. Ensuite, bah, il y a beaucoup de choses déjà extrêmement mal écrites. Il y a quand même un vrai effet, rebutoire sur des choses qu'on reçoit qui sont pas écrites en fait. Au-delà qu'elles soient mal écrites, c'est que c'est pas écrit. Il y a beaucoup de choses aussi qu'on a l'impression d'avoir déjà lues, un nombre incalculable de fois. Heu, il y a beaucoup d'autofiction. Alors ça, c'est un style particulier, mais c'est vrai que c'est beaucoup la tendance en ce moment de recevoir beaucoup de choses de gens et j'ai rien contre en soi. Mais non seulement nous, c'est pas ce qu'on fait et en plus, bah, il y en a vraiment, vraiment beaucoup dans ce qu'on reçoit. Et effectivement, bah, il y a cet enjeu quand même toujours de la lettre d'accompagnement où parfois il y a des gens qui vous écrivent, enfin voilà, des comme s'ils se prenaient déjà pour des grands auteurs alors qu'ils ont pas encore été publiés et on se dit que ça présage rien de bon pour la suite, faut dire les choses clairement. Hem, Après il y a vraiment des gens, on sent qu'ils se sont dit: «Je vais mettre tous les trucs à la mode, donc je vais parler d'écologie, de féminisme, d'inceste», enfin à la mode, mon Dieu, mais vous voyez ce que je voulais dire? De tous les sujets qui font l'actu en ce moment, qui font, réfléchir, qui font et en fait je balance tout dans un manuscrit, mais sans qu'il y ait de cohérence, sans qu'il y ait de fil rouge, sans qu'il y ait d'intelligence en fait, tout simplement. Après en tant qu'éditeur, ce qui est important pour nous, si j'ose dire, c'est que quand on
du coup, dans ce magma de projets, il y a une pépite qui arrive, alors là, c'est un bonheur inouï, donc c'est l'avantage des choses. Mais effectivement, dans les manuscrits reçus, il y a aussi et puis il y a une tendance, à être extrêmement défaitiste, négatif, à proposer des choses extrêmement anxiogènes. Bon, je dis pas qu'il faut jamais en publier, on en publie aussi, mais il y a 2 poids, 2 mesures, voilà. Faites-vous retravailler les manuscrits? Ça dépend des cas. Enfin, la plupart du temps, oui, dans le sens où il y a toujours évidemment un correcteur qui passe et qui fait un travail de fond et de forme, de structure avec les auteurs, ça c'est évident. Après, moi, en tant qu'éditrice, il y a des auteurs avec lesquels je retravaille beaucoup, d'autres avec lesquels, en réalité, à part 3 virgules et j'exagère à peine, je vais quasiment pas faire de suggestions. Donc ça va dépendre du texte, de comment moi je le sens, ça va dépendre de l'auteur aussi beaucoup. Il y a des auteurs qui sont fort en demande qu'on leur fasse des retours très précis, très détaillés, qui vont être rassurés par le fait qu'on se saisisse de leur texte et qu'on leur fasse des vraies propositions. D'autres qui sont pas du tout en demande de ça, voire même qui vont pas forcément apprécier qu'on le leur fasse. Donc ça, c'est le jeu entre l'auteur et l'éditeur de trouver évidemment la façon de faire. Donc je dirais que c'est quand même très aléatoire. Donc il y a des auteurs effectivement avec lesquels je rentre, assez loin dans le processus créatif, de donner des suggestions, soit d'idées, soit de structuration et cetera. Il y a des auteurs avec lesquels en réalité, je me contente de dire, «Je prends» et puis après, ça passe chez la correctrice et je relis simplement les épreuves et je fais des suggestions de détails qui sont acceptées ou pas par l'auteur. C'est toujours lui de toute façon qui a le maître mot. Voilà, donc ça dépend vraiment des cas. Pouvez-vous nous expliquer, selon vous, à quoi servent les histoires? Oh, c'est une belle question. À quoi servent les histoires? Je crois qu'elles nous permettent de supporter le réel, d'abord. Je pense qu'elles nous permettent d'extérioriser, d'exprimer plein de choses qu'on ne peut pas s'autoriser, en fait, dans la réalité de nos vies, de nos existences, mais qui d'un coup, au-delà du fait que ça nous rend la vie supportable, je crois que ça nous permet de prendre conscience de plein de choses, de voir différemment, de changer de perspective. Ça permet l'empathie aussi, parce que par définition, le fait de se mettre dans la peau d'un personnage ou simplement d'être confronté à des choses auxquelles on n'est pas confronté dans notre quotidien, c'est ce qui nous ouvre à l'autre et je crois que c'est peut-être la chose la plus importante à mon avis que permet, le livre et que donc permettent, les histoires. Les tropes sont-ils un outil utile ou quelque chose à éviter? J'y suis très peu sensible. Très honnêtement, c'est pas quelque chose qui me parle. Comment voyez-vous l'hybridation des genres narratifs? Je suis réservée. Moi, pendant des années, on m'a expliqué chez les commerciaux qu'il fallait pas, que c'était compliqué pour le lecteur, que c'était compliqué pour le libraire, qu'il fallait que les choses restent, dans leurs cases et qu'on n'en sorte pas. Après, je trouve que c'est un désir des auteurs que je trouve extrêmement légitime, d'avoir envie justement de sortir de ces cadres-là et de pouvoir, proposer des choses différentes et de faire se mélanger les genres. En tant que lecteur, je trouve que c'est très difficile de répondre à cette question parce qu'il y a du pire et du meilleur quelque part dans ce qui peut être fait. Heu, mais j'admets que pour le moment, nous, on n'y a pas encore été vraiment confrontés et que je crois qu'à l'aube, on reste quand même dans un genre assez circoncis du polar social et qu'on se verrait assez peu finalement aller sur des choses très différentes et qu'on serait en tout cas très dérouté si un de nos auteurs, d'un seul coup, venait mettre du thriller par exemple dans son polar social. Pourquoi pas? Mais on serait un peu étonnés, je pense. De quel type d'histoire pensez-vous que nous ayons besoin dans le zeitgeist, c'est-à-dire le contexte actuel? C'est une bonne question. Je pense vraiment que le polar social est le livre de l'avenir, moi. Alors c'est pas que parce que j'en publie que enfin si peut-être, mais je crois vraiment que c'est le genre qui permet de dire le plus de choses, tout en ayant un vrai rapport créatif à l'écriture, aux personnages, aux intrigues. Donc on peut se permettre, il y a je trouve une immense liberté de ton, de forme, de structure. Et en même temps, on donne des vrais outils de compréhension au lecteur. On peut faire passer des messages très forts, très engagés sur des sujets extrêmement variés. Donc j'ai quand même l'impression que tous les ingrédients, ils sont réunis pour être vraiment le livre, non seulement indémodable, mais sans doute de plus en plus même nécessaire dans le monde, troublé qui est le nôtre. Quel serait votre conseil à un auteur débutant? Bah, la lettre.
Vraiment travailler la lettre d'accompagnement, regarder autant que faire se peut. Après, c'est pas facile quand on n'a pas les codes, quand on sait pas, mais de regarder un peu quand même ce que publie la maison à laquelle on écrit, pour essayer un minimum de voir si on se situe dans le registre, de ce qui est publié. Et puis vraiment bosser sa lettre de présentation, se présenter soi-même, se dire que quand un éditeur choisit, bien sûr, il tombe en amour ou pas d'un texte avant toute chose, mais quand même le profil de l'auteur, ça lui dit quelque chose. Et quand je dis profil, c'est pas dans l'idée qu'on a un profil type, d'auteur préféré, c'est pas ça. Mais on a besoin un peu quand même de se faire une idée de qui est derrière ce qu'on est en train de lire. Est-ce qu'il a par exemple, je sais pas si ça se situe dans un pays étranger? Pourquoi? Est-ce que l'auteur y a vécu? Est-ce que simplement il s'est beaucoup renseigné? Est-ce qu'il a des origines? C'est intéressant quand même pour l'éditeur d'avoir un peu une idée, voilà. Donc je pense que c'est vraiment un minimum regarder à qui on s'adresse, travailler cette lettre de présentation, hem et essayer de trouver sa propre voix et ça, c'est dur parce qu'on est forcément toujours inspiré par ce qu'on lit, par ce qu'on entend, et c'est là où on voit la différence entre des livres qui fonctionnent bien, je crois, et d'autres moins. C'est quand même à un moment de savoir apporter sa propre touche. Pensez-vous que l'édition soit menacée par les intelligences artificielles? Moi, je crois pas du tout. Je crois pas du tout. Je pense que par définition, quand même, on aura toujours plus foi entre ce qu'un autre humain aura imaginé, aura envie de nous raconter que l'IA. Après, est-ce que ça va bouleverser nos métiers? J'en suis convaincue, à la fois en tant qu'éditeur, mais même en tant qu'auteur. Je pense qu'à un moment, d'une façon ou d'une autre, forcément que ça va venir se mettre en rapport, mais je crois pas que ça nous mette en danger, non, je pense pas. Ça crée une forme de concurrence évidemment, mais je pense qu'il faut avoir confiance, en nos lecteurs.